Merci de nous retrouver pour les webinaires asthme et allergie. Aujourd'hui, on va aborder quelque chose dont on ne parle pas forcément très souvent et qui concerne les particularités des maladies asthmatiques, enfin de la maladie asthmatique, et on pourra discuter par la suite éventuellement des allergies chez la femme au cours de la vie. Alors, on a la chance d'avoir avec nous le professeur Chantal Rayerichon, qui est chef de service à, je me gourre tout le temps, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et qui est une figure de la pneumologie, puisqu'elle est ancienne présidente de la Société pneumologie de langue française. Un grand merci, Chantal, de t'être rendue disponible pour discuter de cette question avec nous. On t'écoute et ensuite tu seras soumis à la question. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Christine. Bonjour à tous et à toutes. Je devrais vous dire bonsoir, puisque pour moi, c'est la journée. Je sais que pour vous, c'est la fin de journée. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de participer à ce webinaire organisé par l'association Asthme et Allergies. Et je suis également ravie de vous parler d'un thème qui me tient à cœur, puisque je m'occupe également d'un groupe de travail au sein de la SPLF, qui est le groupe de travail Femmes et Poumons. Et on a à cœur de mettre en lumière finalement les spécificités de la femme au cours des maladies respiratoires. Et on a commencé par l'asthme. Alors, voilà ma déclaration des liens d'intérêt. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, vous le savez probablement, mais c'est toujours bien de le rappeler, qu'en fonction de l'âge, effectivement, de la vie, en fait, l'asthme ne se répartit pas de la même façon. Donc ici, vous avez une courbe qui retrace la prévalence de l'asthme en fonction de l'âge et du sexe. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que avant l'âge de 10 ans, globalement, avant l'adolescence, l'asthme est plus fréquent chez le garçon. Et après l'adolescence, l'asthme est plus fréquent chez la fille, chez la jeune femme. Et on verra également probablement plus sévère, sans pour cela que l'on ait aujourd'hui de raisons très claires à cette disparité qui a été retrouvée dans tous les pays du monde. Toutes les études épidémiologiques ont retrouvé cette même évolution, ce changement au moment de l'adolescence avec une maladie plus fréquente chez la femme. Alors, on dispose effectivement de données récentes, on va dire 2018-2019, d'une étude qui a été réalisée en France, qui s'appelle l'étude AsthmaPop, pour voir un petit peu quel est le profil actuellement des asthmatiques dans notre pays. Et donc, comme je vous le disais, vous voyez en haut à gauche, on a donc chez les adultes, 60% des asthmatiques sont des femmes et 39% sont des hommes. La moyenne d'âge, elle est de 48 ans, avec finalement des âges assez variables. Ce qui est important de noter, c'est que on estime qu'il y a environ 14% des asthmatiques qui sont en ALD pour asthme et environ 7% des asthmatiques qui sont pris en charge à 100%, qui bénéficient de cette ALD pour l'asthme et pour une autre maladie, une autre comorbidité. On pourra y revenir tout à l'heure. Alors, comme je vous le disais, donc la prévalence de l'asthme chez l'adulte, elle est estimée aujourd'hui à 6,4%, avec donc une prévalence chez les femmes de 7,4% et chez les hommes de 5,3%. Vous voyez que quelle que soit la tranche d'âge, l'asthme reste une maladie extrêmement fréquente, puisqu'elle est toujours présente chez les personnes de plus de 65 ans. Et voyez en bas sur la diapositive les différents histogrammes, quelle que soit la tranche d'âge, l'asthme reste plus fréquent chez les femmes comparativement aux hommes, quelle que soit la tranche d'âge. Et ce constat également a été retrouvé dans toutes les études, quel que soit le pays. Alors, une des particularités de l'asthme, et on va y revenir, ce sont des choses dont vous avez probablement déjà entendu parler. Il y a des stades, on va dire, de sévérité ou de paliers thérapeutiques qui sont différents dans l'asthme. Globalement, on va dire qu'on estime qu'il y a à peu près 43,8% des asthmatiques qui n'ont pas de traitement de fond et qui ont uniquement un traitement à la demande, la plupart du temps un bronchodilatateur de courte durée d'action. Ensuite, on a 5,7% de personnes qui ont un corticoïde inhalé en traitement de fond, 14,6% qui ont une association fixe, une combinaison corticoïde inhalé bronchodilatateur de longue durée d'action,
Et puis, on va avoir environ 25% d'asthmatiques qui vont avoir un traitement assez important, de fortes doses de corticoïdes inhalés de bronchodilatateurs de longue durée d'action. Et on estime qu'il y a environ 3,3% d'asthmatiques qui ont un asthme sévère. La particularité de cette photographie, c'est que environ la moitié des asthmatiques aujourd'hui ont encore une maladie qui n'est pas contrôlée malgré l'accès à des traitements qui sont efficaces. Alors, si on continue un petit peu plus dans la photographie de l'asthme, on va dire que en moyenne, là on est vraiment chez les adultes, l'âge moyen de la première crise, il varie entre 19 et 20 ans. Mais vous voyez que 50% des asthmatiques ont un asthme qui a démarré avant l'adolescence, avant l'âge de 15 ans, 50% après l'âge de 15 ans. Et puis, fait peut-être qui n'est pas toujours connu, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, c'est qu'on a 25% des asthmatiques qui ont eu la première crise ou les premières manifestations de la maladie asthmatique après l'âge de 35 ans. Donc, on peut avoir un asthme qui va apparaître de façon plus tardive. Pour l'âge au diagnostic, là aussi, il est assez variable et vous voyez que dans 30% des cas, on peut également avoir un diagnostic après l'âge de 35 ans. La bonne nouvelle, on va dire, de ces dernières années, c'est qu'on n'a plus maintenant de problème de sous-diagnostic de la maladie asthmatique. C'était vrai dans les années 2000, dans les précédentes études. Maintenant, ça l'est plus. Par contre, on a encore un souci de prise en charge, notamment pour les personnes qui ont une maladie plus sévère. Alors, de façon générale, les patients asthmatiques ont rarement uniquement qu'un asthme. Dans cette étude, on avait retrouvé en moyenne 2 comorbidités, c'est-à-dire 2 maladies associées en plus de l'asthme, qui peuvent être variables. Donc, je ne vais pas les détailler, vous les connaissez. En premier, les atteintes de la sphère ORL avec la rhinite allergique, des problèmes d'hypertension, d'eczéma, de reflux gastro-œsophagien. Donc, en tout cas, la plupart des asthmatiques ont d'autres maladies associées pour la prise en charge et c'est important de l'intégrer. Alors, si on rentre maintenant un peu plus dans le vif du sujet, ce qu'on ne connaît pas toujours et qui est pourtant une entité qui est maintenant reconnue, c'est ce que l'on appelle l'asthme périmenstruel ou l'asthme prémenstruel, c'est-à-dire l'aggravation ou la survenue d'une perte de contrôle de l'asthme, de gènes respiratoires, au moment des règles. Et il y a très longtemps, on pensait que ces patientes, quand elles osaient rapporter ces symptômes à leur médecin, souvent on leur disait qu'elles étaient un peu zinzin. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas, que c'est vraiment une entité. Alors la fréquence de l'asthme prémenstruel varie en fonction des études et des définitions. Si, par exemple, on demande à des patientes asthmatiques de mesurer le peak flow, de faire un carnet de bord des symptômes du questionnaire de contrôle, finalement, on va estimer qu'il y a environ 22% des femmes qui ont une perte de contrôle au moment des règles. Et si par contre, on leur demande est-ce qu'elles ont une aggravation de leur asthme au moment des règles, cette proportion peut aller jusqu'à 43%. Donc, en tout cas, c'est une entité qui avait l'air un petit peu exotique, entre guillemets, dans les années 2009. Et puis, dans les années 2013, on a eu des études un peu plus robustes qui ont fait vraiment des carnets de bord. Donc, on a suivi des femmes asthmatiques et on leur a demandé tout au moment du cycle de noter leurs symptômes. Et ce que l'on a pu remarquer, c'est ce que vous avez représenté sur cette diapositive. En fait, il y avait 2 pics d'aggravation des symptômes, que ce soit de la toux ou des sifflements. Un pic juste avant l'ovulation, avant le 14e jour du cycle, et un autre pic juste après, qui est à la 3e semaine du cycle menstruel. Et depuis, il y a d'autres études qui ont retrouvé effectivement cette notion d'asthme prémenstruel ou périmenstruel. Ce que l'on sait aujourd'hui, alors d'une part, ça fait partie des recommandations du GINA de rechercher de façon systématique cette entité quand on prend en charge des patients asthmatiques. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que certaines d'entre elles, en fait, avaient un asthme sévère. Et c'est ce que vous avez ici sur cette diapositive. Donc ici, c'est une cohorte de patients asthmatiques sévères qui ont été suivis. Et parmi ces femmes, 17%, on a estimé que 17% d'entre elles avaient un asthme prémenstruel. Et ensuite, les auteurs ont essayé de voir quelles étaient les caractéristiques de ces femmes qui, au sein de ce groupe d'asthmatiques sévères, avaient un asthme prémenstruel.
Et ce qu'ils ont remarqué, c'est ce que vous avez à droite de la diapositive, c'est que les femmes asthmatiques sévères qui avaient un asthme prémenstruel, ben, elles avaient encore un recours aux soins qui était plus important que les femmes qui avaient un asthme sévère sans asthme prémenstruel, c'est-à-dire qu'elles avaient plus de cures de corticothérapie, plus de visites aux urgences et d'hospitalisation, et plus d'histoires d'intubation pour asthme. Et moi, pour avoir suivi également des patientes comme cela, ce sont des patientes qui pouvaient avoir une exacerbation tous les mois, hein, en fonction du cycle, et donc tous les mois une cure de corticothérapie également. Donc, c'est une entité clinique aujourd'hui qui est reconnue et qui doit être recherchée. En tout cas, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin et à son pneumologue ou son allergologue. Alors ensuite, si on regarde toujours dans cette photographie des patients qui ont une maladie la plus sévère, même si tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a plus de femmes qui ont un asthme, parmi les patients asthmatiques sévères, même si on a une proportion plus importante de femmes, on a des sous-groupes de patients asthmatiques sévères où il y aura encore plus de femmes. Et là, c'est dans cette étude, ils avaient retrouvé deux phénotypes. Un phénotype qu'on connaît bien, c'est donc les personnes qui ont un asthme depuis l'enfance avec un asthme allergique, une allergie aux acariens, un asthme atopique, 80% de femmes. Et puis, Pardon Chantal, un oui, phénotype, il faut peut-être expliquer de quoi il s'agit. pardon, j'ai pas compris, Le excuse-moi. mot phénotype n'est pas peut-être très clair pour tout le monde. Oui, le phénotype, c'est en fait des caractéristiques qui vont permettre de décrire un groupe de patients. Et donc, sur le deuxième groupe de patientes asthmatiques sévères, on retrouvait plutôt donc des femmes qui étaient en nombre plus important, mais surtout qui avaient cet asthme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est apparu à l'âge adulte et qui avaient peu d'allergies, avec parfois un problème de surpoids. Donc, quand on parle de patientes asthmatiques sévères, bah, finalement, on n'a pas de représentation qui soit uniforme. On va avoir plusieurs groupes, plusieurs catégories de patientes asthmatiques sévères, certaines qui vont avoir un asthme depuis l'enfance avec un terrain d'allergie et d'autres qui vont avoir un asthme sévère qui est apparu tardivement, qui n'ont pas de terrain allergique et qui vont avoir un problème de surpoids. Et ceci, maintenant, c'est de mieux en mieux connu puisque ça va permettre d'aider à proposer des traitements qui sont différents. Alors, on avait également retrouvé cela dans le cadre d'une étude qu'on a fait dans les hôpitaux généraux, qui est l'étude phase, qui avait inclus plus de 1500 patients asthmatiques sévères. Et vous voyez que ben, dans cette étude également, on retrouve 2 tiers des patients asthmatiques qui sont des femmes, avec une moyenne d'âge de 54 ans. La moitié de ces patients asthmatiques sévères avaient déjà eu une crise d'asthme sévère ou un asthme aigu grave. Et puis, bah, comme c'était des patients asthmatiques sévères, il y avait également une fréquence des crises et des exacerbations, ce que les patients appellent ces fameuses bronchites, qui étaient également très fréquentes, mais ça rejoint le recrutement de cette étude. Et dans cette étude également, on avait retrouvé donc plusieurs sous-groupes de patients, ce qu'on appelle encore des phénotypes. Dans la moitié des cas, des asthmes apparus depuis l'enfance, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été retrouvé dans l'autre étude. Ensuite, on a retrouvé un deuxième groupe de patientes asthmatiques avec un surpoids et un syndrome d'apnée du sommeil avec des problèmes d'hypertension. On a retrouvé un troisième groupe avec des patientes qui avaient un asthme d'apparition tardive et qui n'avaient pas d'allergie et pour lequel souvent le diagnostic différentiel avec une autre maladie qu'on appelle la BPCO n'est pas toujours simple à faire. Et puis ensuite, on avait retrouvé 2 autres groupes de patientes asthmatiques avec une polypose nasosinusienne, une intolérance à l'aspirine et dans le sang des cellules particulières qu'on appelle des éosinophiles. Alors, parmi les particularités de l'asthme de la femme, on a vu les particularités cliniques en matière de sévérité, mais il y a également des particularités en termes d'exposition, et en particulier des particularités en termes d'exposition environnementale. Et là, c'est une étude qui avait été faite il y a quelques années par Nicole Lemoyle, qui s'occupe aussi des asthmes professionnels, et qui avait montré que le fait d'utiliser des sprays, notamment des sprays, des désinfectants pour le ménage, étaient associés à un asthme moins bien contrôlé et également à un asthme beaucoup plus sévère.
hein, et ceci a été retrouvé également dans d'autres études. Donc, ça veut dire qu'il y a des expositions un petit peu spécifiques qu'il faut rechercher, qui sont susceptibles d'aggraver la maladie asthmatique. Quand on met le doigt dessus, ben, avec l'éviction, ça permet également d'améliorer le contrôle de l'asthme. Il y a une autre étude que je ne vous ai pas mis ici, mais qui concerne les asthmes professionnels, qui montrait que chez les personnes qui ont un asthme en rapport avec la profession, ben, il y avait plus de femmes qui étaient également en situation socio-économique défavorisée, et que donc ça nécessitait bien sûr une enquête environnementale et une enquête professionnelle qui devait être envisagée à chaque fois. Donc la profession, c'est un élément très important. Alors, autre caractéristique de l'asthme, vous en conviendrez avec moi, bah, c'est la grossesse. Et en fait, ce que l'on sait depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est ce que je vous ai mis sur cette diapositive, c'est que l'asthme, c'est la maladie chronique la plus fréquente au cours de la grossesse. Et dans cette étude, qui est une étude anglaise, ils avaient montré que c'était un motif fréquent de recours aux urgences, on y reviendra, et que certaines femmes, du coup, avaient notamment un diagnostic, c'était il y a déjà quelques années, qui se faisait à l'occasion de ces crises d'asthme qui conduisaient aux urgences. Nous, dans une étude, dans l'étude française, qui est l'étude ELF, l'étude longitudinale française depuis l'enfance, on a démarré cette cohorte maintenant il y a fort longtemps, en 2011. On a recruté des femmes au troisième trimestre de grossesse. Et ben, vous voyez qu'on a 12% des femmes enceintes qui déclaraient être suivies pour un asthme. Donc, c'est une fréquence qui est quand même très élevée et qui était responsable d'un recours aux soins important. Alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être que vous en avez entendu parler, souvent les patientes asthmatiques qui sont enceintes, ou même des médecins traitants, nous posaient la question de savoir comment peut évoluer un asthme au cours d'une grossesse. Et on avait un vieil adage qui disait que c'était que dans un tiers des cas, le contrôle de l'asthme restait stable. Dans un tiers des cas, le contrôle de l'asthme pouvait même s'améliorer, puisque certaines patientes décrivaient très bien une amélioration de leurs symptômes pendant la grossesse. Et puis un tiers des femmes qui disaient que l'asthme s'était dégradé pendant la grossesse. On a une étude plus récente parue en 2022, alors qu'il y a une étude américaine qui a suivi des femmes enceintes au cours de le contrôle de l'asthme au cours de la grossesse et qui en fait a individualisé deux trajectoires en estimant qu'environ 2 tiers des femmes avaient un asthme qui restait contrôlé pendant la grossesse, et cela si l'asthme était bien pris en charge avant la grossesse. Et par contre, on avait 40% des femmes enceintes qui avaient une aggravation de leur asthme au cours de la grossesse. Et ces femmes étaient surtout des femmes qui avaient déjà un asthme qui n'était pas bien contrôlé, pas bien traité, ou encore un asthme sévère avant la grossesse. Et donc, dans cette étude, ils insistaient beaucoup sur le suivi de l'asthme au cours de la grossesse, en intégrant également, bien sûr, la mesure du souffle, qui n'est pas du tout une contre-indication à réaliser au cours de la grossesse. Alors, pourquoi l'asthme au cours de la grossesse est un sujet? Parce que la plupart du temps, même si les études sont un petit peu anciennes, quand on annonce, quand une femme apprend qu'elle est enceinte, on estime qu'il y a environ un tiers des femmes qui vont arrêter leur traitement de fond en début de grossesse parce qu'il y a une inquiétude vis-à-vis du bébé, des effets secondaires concernant la grossesse. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et il y a des études qui ont été faites. Alors là, je vous ai pris un exemple qui a été fait. C'est une étude qui a été faite en Australie, où en fait les femmes enceintes asthmatiques ont été incluses dans un programme d'éducation thérapeutique. Et en même temps qu'il y avait le suivi avec la sage-femme et pour la question obstétricale, ben, il y avait également les séances d'éducation thérapeutique concernant l'asthme. Donc, ce qu'ils ont quand même montré dans cette étude, c'est qu'on avait 60% d'adhésion au traitement, hein, pour ces femmes quand elles étaient incluses, mais qu'il fallait vraiment que les suivis soient rapprochés parce que plus on s'éloignait de la consultation et plus finalement les traitements avaient tendance à être diminués ou à être arrêtés. Et ils avaient fait une étude qualitative, une interview, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les femmes avaient tendance à arrêter leur traitement, à diminuer le traitement inhalé pendant la grossesse. Là, il s'agissait des corticoïdes inhalés, le traitement de fond. Et ce qui ressortait, c'était vraiment une inquiétude concernant le risque des corticoïdes pour le bébé à naître qui était avancé par les mamans.
Alors, tout ceci est assez paradoxal parce que l'on sait aujourd'hui et on sait ça depuis plusieurs années, que les traitements anti-asthmatiques ne sont absolument pas dangereux au cours de la grossesse, ni pour les issues de grossesse, le développement de la grossesse, ni pour le développement du futur bébé à naître. Les médicaments anti-asthmatiques ne sont pas des médicaments tératogènes, ne sont pas des médicaments phétotoxiques. Et donc, on a, vous savez, un site qui existe, on a des toxicologues qui ont fait un site qu'on a la chance d'avoir, hein, qui s'appelle lecrad.fr. Et sur ce site, bah, vous pouvez retrouver toutes les informations qui vont vous permettre de savoir si on doit être inquiet à l'idée de prendre un médicament autour de la grossesse. Et vous verrez que tout est très rassurant concernant les traitements anti-asthmatiques au cours de la grossesse. Donc, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure sur les pictogrammes, hein, qui avaient été mis sur qui avaient été oui, demandés par la Direction générale de la santé il y a quelques années, suite au scandale de la dépakine. Et il y avait eu beaucoup d'interrogations de la part des patientes, à juste titre, en disant ben, est-ce que je dois prendre ce traitement alors qu'il y a un pictogramme qui me dit dangereux au cours de la grossesse? Et en fait, on avait vraiment rassuré pour les traitements anti-asthmatiques, on peut les prendre sans aucun danger. Alors, très souvent, au cours de la grossesse également, il n'y a pas que l'asthme. Pour celles qui fument, ben, il faut prendre en compte le sevrage tabagique, hein. Vous savez qu'il y a encore 25% des femmes qui fument au cours de la grossesse dans notre pays. Il faut prendre en compte également les infections virales et on peut faire bien sûr la vaccination antigrippale pendant la grossesse. Il faut prendre en charge également la rhinite. Alors, une rhinite qui peut être à la fois une rhinite allergique, mais on sait aussi que pendant la grossesse, on peut avoir des phénomènes vasomoteurs avec une rhinite qui sera plus importante au cours de cette grossesse. Donc, il faut la prendre en charge et le traitement de la rhinite allergique, il doit être fait de la même façon que lorsqu'il n'y a pas de grossesse. Et puis, on va prendre également en charge le reflux. Voilà, donc c'est souvent la prise en charge de l'asthme au cours de la grossesse, bah, elle est beaucoup plus large que la prise en charge de l'asthme uniquement. Et donc, on avait fait, dans le cadre du groupe de travail Femmes et Poumons de la SPLF, une proposition. On avait commencé à travailler un peu avec les médecins traitants, les sages-femmes, les obstétriciens, pour se dire que l'important, c'était de rassurer les femmes euh, asthmatiques avant un projet de grossesse, quand on pouvait, et de pouvoir aborder le sujet bien avant qu'il y ait un projet de grossesse, pour rassurer sur l'innocuité des traitements à faire au cours de la grossesse et le suivi régulier de ces femmes, parce qu'elles ont souvent beaucoup de questions. Et là, je ne vous ai pas montré, mais c'est vrai qu'il y a des études anciennes qui ont montré que quand une femme enceinte asthmatique arrivait aux urgences, souvent, elles étaient moins bien prises en charge que lorsqu'il n'y avait pas de grossesse, parce que, y compris certains médecins, des fois, avaient peur d'administrer des bronchodilatateurs, des corticoïdes, alors que l'état de santé le nécessitait. Donc, pour conclure, l'idée de ce que je voulais vous faire passer comme message, et bien sûr, je suis à votre disposition pour les questions, c'était de vous dire que l'asthme reste une maladie extrêmement fréquente et elle est plus fréquente et plus sévère chez les femmes. Il y a une entité clinique qui n'est pas toujours bien connue, mais elle est reconnue par tous maintenant, qui est l'aggravation de l'asthme au cours des règles que l'on appelle l'asthme prémenstruel, qui concerne une proportion de femmes non négligeable en fonction des études, entre 20 et 40%, avec un risque augmenté d'exacerbation, que l'asthme au cours de la grossesse reste mal appréhendé alors qu'il faudrait prendre en charge l'asthme au cours de la grossesse comme en dehors de la grossesse et rassurer tout le monde sur l'innocuité des traitements pendant la grossesse. Et puis, il y a cette forme clinique d'asthme dont je vous ai parlé, qui est l'asthme d'apparition tardive, l'asthme de la ménopause, qui est vraiment une entité, parce que très souvent, les patients vont nous interroger en disant, mais j'ai jamais rien eu avant, comment se fait-il que j'ai un asthme qui apparaisse alors que je suis déjà ménopausée? Et ce sont de véritables entités cliniques. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue et ben, je suis à votre disposition pour les questions, bien évidemment. Merci. Gilles, tu- ton micro est coupé. Forcément, ça marche moins bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'effectivement, le discours sur la grossesse est absolument fondamental, hein. Quand je faisais le cours au DU de pathologie et de grossesse à haut risque, et quand je leur disais l'asthme est la pathologie la plus fréquente que vous allez voir dans votre quotidien, et je voyais que
les futures sages-femmes ou sages-hommes, hein, je ne sais pas comment on doit dire, me regardaient en disant, bah non, on n'en voit jamais. Je leur dis, bah si, en fait, parce que c'est la pathologie la plus fréquente que vous voyez dans votre quotidien. Donc, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que vous ne la voyez pas. Mm. Et ça, c'est absolument fondamental de tenir ce discours-là, qu'effectivement, bah, il y a 7%. Alors, tu as, des chiffres, effectivement, mais en tout cas, il y a 7 à 8% des femmes enceintes qui sont asthmatiques et qui sont susceptibles de faire de l'asthme. Alors après, est-ce que ça s'aggrave pendant la grossesse? Parce que c'est vrai qu'on a eu pendant longtemps la recette du picombière, hein, un tiers, un tiers, un tiers. Il y a quand même des trajectoires avec des améliorations cliniques pendant la grossesse qui ne sont pas forcément sur ce papier, mais je crois que ce papier était intéressant pour qu'on soit très vigilant chez ces patientes-là. Et alors, le pictogramme, ça a été quand même. Peut-être tu peux un peu nous raconter cette histoire. On va te laisser nous raconter cette histoire un peu plus en détail parce elle est assez incroyable et on est régulièrement confronté à. Déjà, sans le pictogramme, le réflexe est de dire je prends aucun médoc. Mais alors, avec ce pictogramme, là, c'est devenu très inquiétant, effectivement. Oui, tout à fait, Gilles. Donc, cette apposition des pictogrammes, elle date du scandale de la dépakine dans notre pays, puisqu'effectivement, la dépakine a été administrée pendant très longtemps et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un retentissement sur les futurs bébés à naître avec des complications sévères. Donc, ce scandale sanitaire, effectivement, il est connu, il a été identifié. Sauf que à ce moment-là, la Direction générale de la santé je dirais, ouvert le parapluie en se disant, bah, désormais, elle a demandé à tous les industriels d'apposer, quelles que soient les classes médicamenteuses, ces pictogrammes pour alerter les femmes sur la prise des médicaments au cours de la grossesse. Donc, on comprend l'intention, sauf que quand on regarde cette apposition des pictogrammes sur toutes les catégories de traitement, ben, la réaction chez les patientes, c'est pas tellement de dire qu'on va en discuter, c'est de dire au médecin pourquoi vous me prescrivez ce traitement en me rassurant et en me disant que tout va bien, alors que c'est marqué, il y a bien ce signal qui me dit attention, danger. Et malheureusement, à ce moment-là, on n'a pas été les seuls, mais au niveau de la Société de biologie de langue française, avec les toxicologues du CRAT, on a écrit, on a expliqué qu'il fallait probablement pas confondre toutes les maladies et avoir une attitude plutôt différenciée. Et malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Donc, l'impact des pictogrammes est resté et la plupart des industriels l'ont apposé sur les boîtes de médicaments, dont certains inhalateurs, en disant bah, ça sera l'occasion d'en discuter avec votre patient. C'est très dommage parce que du coup, nos autorités de santé n'ont pas diligenté d'études aussi pour voir l'impact de ces pictogrammes. Après, est-ce qu'on a eu plus de femmes qui ont arrêté leur traitement, plus de crises d'asthme motivant aux urgences? Voilà. Donc, on a eu une décision, mais qui n'a pas été suivie d'études d'impact. Voilà. Ah, je suis totalement flouté, donc c'est pas très visible. Alors en plus, écran par écran, ça Ouais. se voit pas du tout, donc comme ça, c'est super. Il est assez effrayant ce pictogramme, hein. Oui, Franchement, tout à fait. quand on est une future maman, qu'on voit ce médoc et qu'on voit ce pictogramme, je vois pas du tout comment on peut continuer à le prendre, hein. Donc, Ouais. Ouais, c'est J'ai quelques petites questions. Certaines sont liées à la femme et à la grossesse et d'autres un peu moins. Quel est l'antihistaminique de choix lors de la grossesse lorsqu'on traite une rhinite allergique? Alors, on va dire que globalement, tous les profils, il n'y a pas de profil de toxicité, mais que probablement, c'est toujours bien d'avoir le réflexe d'antihistaminique le plus ancien, et donc, par exemple, le plus ancien qui serait la cétirizine, voilà, parce que plus on utilise des médicaments anciens, plus on a un recul en termes de pharmacovigilance. D'accord. Euh, alors, Martine nous dit, j'ai été diagnostiquée à 52 ans, assez désemparée car pour l'instant, je ne réponds à aucun traitement. Avez-vous des conseils pour cet asthme qui se déclare à la ménopause? Alors, donc, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est une entité, hein, parce que la ménopause, il y a probablement des phénomènes hormonaux qui expliquent, en tout cas, l'apparition de certains asthmes à la ménopause. Aujourd'hui, on prend en charge, ce qui est important, c'est vraiment d'être suivi par un spécialiste pour pouvoir bien faire les caractéristiques et de savoir qu'est-ce qui a aggravé cet asthme. Voilà, donc il faut faire le bilan de cet asthme, voir sa sévérité. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a des traitements à proposer
et que parfois la prise en charge aussi hormonale avec un gynécologue peut aussi permettre d'améliorer. Donc, chaque prise en charge est un cas particulier. Il faut d'une part la prise en charge spécialisée avec le pneumologue ou le pneumoallergologue pour voir de quel type d'asthme il s'agit et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Et puis, il y a aussi l'interface avec le gynécologue qui, des fois, avec la substitution hormonale au cours de la ménopause, s'il n'y a pas de contre-indication, peut permettre d'améliorer la situation. D'accord. Là, j'ai une question plus générale de Carla. Euh, dans une crise d'asthme, y a-t-il forcément des sifflements? C'est une très bonne question et en fait, non, pas forcément. On va dire que majoritairement, on le décrit comme ça et c'est caricatural, mais non, on peut avoir des patients qui sont en crise d'asthme et qui ne sifflent pas, mais qui vont avoir des quintes de toux et qui sont gênés pour respirer. Et d'ailleurs, ça peut être un piège diagnostique pour le professionnel de santé qui ne sait pas parce qu'il va dire, bah, comme ça siffle pas, c'est pas de l'asthme. Et puis, ça peut être même, dans certains cas, un signe de gravité auscultatoire parce qu'on en est à un stade où les bronches sont tellement fermées que finalement, il n'y a plus de sifflement, hein. Donc, la réponse est oui, on peut avoir une crise d'asthme sans sifflement. D'accord. Merci Christine d'avoir fait passer cette question parce que Mm, c'est tellement du quotidien ce type de remarque. Donc c'est ça. merci. Ouais. Merci, c'est pas ça, c'est pas genré comme problème, mais c'est un problème quotidien. Non. Alors, j'ai une autre question non genrée également de Sophie, qui nous dit qu'elle est devenue asthmatique depuis la fin de l'été, que le médecin lui a prescrit un bronchodilatateur, voilà, dont je ne citerai pas la marque. Au début, ça allait, mais désormais, elle doit en prendre jusqu'à 5 fois par semaine. Elle nous demande donc si elle doit reconsulter pour avoir un traitement de fond. Ben oui, la réponse est effectivement oui, puisque quand on a uniquement un traitement à la demande, ça doit rester une prise vraiment occasionnelle. Donc, quand on dit occasionnelle, c'est moins de 2 fois par mois. À partir du moment où il y a une consommation de traitement de secours qui est fréquente, tel que ce que vous décrivez là, ça veut dire qu'il y a besoin d'un traitement de fond et il y a besoin de revoir son médecin pour surtout qu'il essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça s'est dégradé, hein. Donc, traitement de fond, oui, et puis recherche des facteurs aggravants, parce que souvent, il y en a, voilà, soit allergiques, soit au niveau de l'environnement. Donc, il y a une enquête à mener en plus du fait de rajouter un traitement de fond pour aller mieux. D'accord. Euh, On passe à Dorian, non? Dorian, tu avais des questions ou pas? J'ai des Après, on questions. reviendra au standard après. J'ai deux et demi questions. Sur l'asthme prémenstruel qui s'aggrave, est-ce que ça veut dire qu'il faut que le traitement de fond soit augmenté ou pas? Enfin, finalement, que doivent faire les femmes face à cet asthme qui s'aggrave en période prémenstruelle? Mm. Ah oui, alors quand c'est vraiment, oui, oui, tout à fait, on se retrouve avec des traitements qui sont un peu séquentiels, c'est-à-dire que comme on sait, un peu comme une montre, à quel moment ça va arriver, l'idée c'est de pouvoir recommander une augmentation du traitement de fond par anticipation, et c'est-à-dire c'est en fait un plan d'action, hein. Le même plan d'action qu'on va avoir au moment de l'exacerbation, et on va l'appliquer, mais de façon beaucoup plus régulière. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Donc on va monter son traitement de fond en fonction du plan d'action que l'on a, on va l'appliquer très tôt. Et puis, comme je disais tout à l'heure dans ma présentation, il y a des patientes pour qui c'est tellement fréquent qu'elles vont se retrouver parfois à consommer des corticoïdes par voie générale de façon fréquente. Et là, du coup, ça veut dire qu'on est dans un autre registre qui a un asthme sévère, qui a besoin d'une autre prise en charge avec potentiellement une biothérapie pour ne plus avoir ces pertes de contrôle mensuelles. Alors, à l'inverse, je me permets, à l'inverse, c'est pas forcément identifié. C'est-à-dire quand on interroge sur la fréquence des symptômes et sur le caractère ou Mm. sur la variabilité comme ça au décours du cycle, c'est pas forcément Mm. identifié. On a pas mal de patientes qui réfléchissent et qui savent pas bien répondre parce Mm. qu'effectivement, on les a jamais. On peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, hein, ou ce qu'on n'a pas, ce qu'on nous a pas appris. Et donc, comme on les a Mm. jamais informés sur cette possibilité, la réponse est pas évidente, même quand elles y réfléchissent, et ça leur demande parfois quelques mois avant Oui, de le confirmer, oui. tu as tout à fait raison, Gilles. C'est vrai que des fois, ben, on a une interrogation et donc du coup, c'est en prospectif, en disant à la femme, bon, on va faire un petit carnet de bord et on va analyser ce qui va se passer là au cours des prochains mois, que finalement, on va arriver à mettre le doigt dessus. Ah ouais, tout à fait. Mm.
Et sur la biothérapie, du coup, ça engendre ma question et demie. C'est-à-dire que la biothérapie chez les femmes enceintes, peut-être asthmatiques sévères et désireuses de grossesse, on peut la continuer, enfin, elles peuvent la continuer. Et à contrario, est-ce qu'elles peuvent être instaurées durant cette grossesse ou pas? Et idem pour la désensibilisation, pour le coup. Oui. Alors, je vais commencer par la désensibilisation. On va dire que la désensibilisation, aujourd'hui, on estime que quand elle a été commencée avant la grossesse, on peut la continuer pendant la grossesse si elle a été bien tolérée. Par contre, on essaye, dans la mesure du possible, d'éviter d'initier la désensibilisation pendant la grossesse. Voilà, c'est un principe de précaution. Alors, en ce qui concerne la biothérapie, maintenant, on commence à avoir du recul quand même. Alors, c'est toujours une décision avec quand même un expert qui connaît bien l'asthme sévère. Et aujourd'hui, on va dire que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que quand on a un asthme qui est équilibré par une biothérapie avant la grossesse, on recommande quand même de continuer la biothérapie parce qu'on sait très bien que dans ces cas-là, l'arrêt de la biothérapie va conduire à une perte de contrôle de l'asthme et qui va être beaucoup plus dangereux finalement pour la grossesse et le futur bébé à naître si la maman se remet à faire des crises d'asthme pendant la grossesse, etc. Ensuite, l'initiation pendant la grossesse, elle n'est pas forcément recommandée, mais je dirais que c'est vraiment du cas par cas, parce qu'il y a vraiment des profils de sévérité clinique et donc là, c'est vraiment le colloque singulier d'une part de la discussion entre le pneumologue spécialisé ou le médecin spécialisé en asthme sévère avec la patiente hein, sur le rapport bénéfice-risque. Et puis, c'est des décisions qu'on partage toujours entre experts. Donc, chaque cas est un cas particulier parce qu'on a vraiment quand même des femmes qui ont un asthme très sévère et quand, même en étant enceinte, enfin, moi, je suis en Guadeloupe actuellement où il y a des asthmes très sévères, des gens qui sont hospitalisés en réanimation. Donc parfois, on a certaines décisions à prendre. Il faut peser le pour et le contre pour essayer qu'il y ait le plus de bénéfices, en tout cas pour la maman et le futur bébé à naître et pour les issues de grossesse. Oui, on Alors, parlait tout à l'heure juste un petit commentaire, on parlait tout à l'heure des traitements pendant la grossesse. En fait, toute la médecine, c'est toujours une balance, hein. Et en fait, c'est vrai que une future maman va toujours voir le médicament et pas forcément son asthme parce qu'elle, elle a l'habitude de ces symptômes, elle a l'impression de les gérer alors qu'elle les subit, mais elle a l'impression de les gérer. Alors qu'en Mhm. fait, le bébé, le futur bébé, lui, il gère que dalle. Et en fait, quand on a un asthme parfaitement contrôlé, le pronostic de la grossesse est globalement celui d'une femme normale sans pathologie asthmatique. Alors que quand on a beaucoup d'asthme pendant la grossesse, alors c'est là qu'on a les ennuis. Et finalement, l'asthme pendant la grossesse est bien plus, va entraîner beaucoup plus de désagréments que les médicaments eux-mêmes. C'est-à-dire que les retards de croissance intra-utérine, la prématurité, le risque de césarienne, tout ça, ça c'est lié à l'asthme, mais ça ne va pas être lié aux médicaments. Et ça, c'est un discours absolument fondamental que de dire que pendant la grossesse, l'objectif prioritaire, c'est pas d'asthme, quel que soit. Alors, quel que soit le traitement, c'est exagéré, mais dans la très grande majorité des cas, avec des corticoïdes inhalés qui seront vraiment sans conséquence chez la patiente, enfin, chez le bébé, pardon. euh, Je pense que tu es alors, d'accord avec ça, Chantal, hein. Oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait, bien sûr. juste une chose, Mamie Canne à sucre nous demande ce qu'est la biothérapie pour un asthmatique. C'est vrai que tout le monde ne connaît Alors, pas mamie canne à encore, sucre, en fait, elle habite Pont-au-Combo dans le 95 probablement. peut-être, mais c'est un joli pseudo. Oui, c'est joli, hein. Oui, ah oui, tout à fait, c'est joli, c'est joli. Alors, les biothérapies, ce sont des médicaments, ce sont des innovations thérapeutiques hein, qui ont vraiment révolutionné la prise en charge maintenant de l'asthme, et pas que, c'est utilisé dans d'autres maladies chroniques. Et en fait, ce sont des médicaments qui vont s'administrer sous forme injectable et qui vont agir sur le mécanisme supposé qu'on aura identifié dans l'asthme. Donc, en fait, il y a différents mécanismes à l'aide d'un bilan que va faire le spécialiste, en particulier d'une prise de sang, du bilan allergologique, on va pouvoir comprendre pourquoi est-ce que cette personne est asthmatique. Est-ce qu'elle est asthmatique parce qu'il y a de l'allergie aux acariens? Est-ce qu'elle est asthmatique parce qu'il y a des éosinophiles et que ce n'est pas de l'allergie? Et en fonction du mécanisme identifié, ces molécules vont venir agir sur ce mécanisme pour empêcher finalement l'inflammation. Et c'est en ça qu'on parle de biothérapie. Voilà, c'est l'action sur le mécanisme supposée dans la maladie asthmatique. D'accord. Alors, Mamie Canne à sucre répond, Gilles, que non, elle est en Normandie. Voilà, comme quoi. Euh,
Alors, Arc, On m'apprendra à faire le mariole. qui pose une question, mais à laquelle on a déjà répondu. Dois-je arrêter mon immunothérapie au cours de la grossesse? La réponse est non. Voilà. Si elle est bien supportée avec l'efficacité thérapeutique qui a été fixée avec le médecin, surtout pas. Une autre question générale de Lika. Je viens d'être diagnostiquée suite à un Covid. Est-ce fréquent? Alors, c'est une excellente question. Il y a deux, oui. Alors, c'est fréquent, mais probablement pas pour la même raison. On s'est rendu compte que effectivement, comme d'autres virus, certains virus, dont le virus de la Covid, pouvaient effectivement entraîner ce qu'on appelle une hyperactivité bronchique, c'est-à-dire des bronches qui vont être plus sensibles aux problèmes de l'environnement. Et donc, on peut, après toute infection virale, là c'est la Covid, mais ça peut être la grippe et d'autres virus, avoir l'apparition d'un asthme. Et c'est l'évolution qui dira finalement si la maladie va rester chronique ou pas, hein, puisqu'on sait que certains asthmes induits par des virus ne vont pas forcément rester tout le temps. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient probablement des manifestations d'asthme avant l'infection virale, notamment avant la Covid, mais que finalement, la Covid a révélé cela et qu'on a diagnostiqué la maladie à l'occasion ou après l'infection virale. Voilà, donc les deux cas peuvent se voir. D'accord. C'est vrai aussi qu'avec le Covid, on a des trajectoires un tout petit peu différentes parce qu'on avait l'habitude des virus respiratoires qui faisaient des poussées inflammatoires transitoires. Mhm. Alors que là, on a l'impression quand même que le Covid est susceptible de modifier la trajectoire d'un asthme avec des Tout gens à qui fait. clairement n'ont pas du tout la même sévérité de symptômes avant et après. Mhm. Ce qui est une particularité du Covid et ce qu'on ne voyait pas, enfin, peut-être, mais en tout cas, pas avec la même fréquence. Et ça, c'est un truc étonnant, c'est-à-dire que ça modifie clairement la trajectoire, hein. Oui, oui, bien sûr. D'où l'importance de continuer à être suivi et pris en charge. Dorian, tu as une autre... La grossesse me fait penser à ça. Est-ce que l'allaitement, pour quand on est asthmatique, c'est quelque chose. On a des études, on a des conseils, pas de conseils, des conseillers, conseillers. Est-ce qu'il y a un facteur de protection, de pas protection pour le bébé? Mm. C'est une très bonne question. Ça a alimenté beaucoup le débat il y a quelques années parce qu'on se demandait est-ce qu'il fallait recommander aussi aux femmes allaitantes d'allaiter justement leur bébé, sachant qu'elles étaient asthmatiques et allergiques. Et en fait, on sait que l'allaitement, l'effet protecteur de l'allaitement, il est identique et il n'est pas diminué chez les femmes asthmatiques et allergiques. Voilà, parce qu'à un moment donné, on s'était posé la question. Il y avait eu un peu des discussions, on va dire, entre experts. Et finalement, quand on regarde toute cette littérature, l'effet protecteur de l'allaitement demeure, quel que soit le statut allergique de la maman, qu'on soit asthmatique, qu'on ait un rhume des foins, qu'on ait de l'eczéma. C'est toujours bien. Après, c'est une décision personnelle, hein, voilà, d'allaiter son enfant ou pas, avec un effet protecteur. Plus l'allaitement est prolongé, plus il est protecteur pour l'enfant. Ça reste vrai. Et je vais rebondir sur la question de Dorian sur, par exemple, la corticothérapie orale en cure courte quand on allait, ou on a parlé de biothérapie et biothérapie et allaitement, qui n'est pas toujours là aussi, qui peut être une vraie source d'inquiétude pour la maman. Mm. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller là sur ces problématiques un peu, enfin, que ça concerne, c'est pas très général comme question, mais Oui, on recommande de ne pas changer l'allaitement. C'est pas oui, le fait d'être amené à prendre des corticoïdes par voie orale pour quelques jours ne doit pas contre-indiquer la poursuite de l'allaitement. Et pareil pour la biothérapie. Alors pour la biothérapie, on n'a pas beaucoup de données, hein. Ça a été abordé avec certains toxicologues lors du dernier congrès du CPLF. Mais globalement, aujourd'hui, on n'a pas de raison de penser qu'il faille contre-indiquer l'allaitement. Même si l'enfant était exposé à la biothérapie, de toute façon, l'allaitement étant par voie orale, ça va être dégradé par le tube digestif. Donc, il n'y a pas de raison de penser que l'enfant serait plus exposé à la biothérapie par l'allaitement. Voilà. Donc, on peut rassurer ces femmes et leur dire de continuer ou d'envisager un allaitement si c'était leur choix premier. On a parlé de l'innocuité des traitements inhalés, notamment Oui. des corticoïdes inhalés, la cortisone inhalée. Est-ce que c'est Mhm. la même chose vis-à-vis de l'enfant à naître pour la cortisone par voie orale, c'est-à-dire en comprimé? Mhm.
Globalement, oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu des interrogations pour savoir est-ce que le fait de donner des corticoïdes par voie intraveineuse pouvait pas être un facteur de fente palatine ou de malformation chez l'enfant. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc, ce qui prime vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Gilles, c'est l'enjeu de soulager la crise d'asthme et d'améliorer les symptômes chez la femme. En revanche, ce n'est pas la peine de donner des doses de corticoïdes qui soient trop élevées. Ça, par contre, de façon générale, on calcule, c'est basé sur le poids avant la grossesse, parce que des fois, pendant la grossesse, il peut y avoir une prise de poids. Et on sait que pour cela, ce n'est pas la peine de donner plus d'1 mg/kg. Donc, on essaie vraiment de communiquer auprès des médecins traitants, des urgentistes, en disant, si vous estimez que l'état de la patiente nécessite une corticothérapie orale, qu'elle soit orale ou intraveineuse, il faut le faire. Par contre, les doses importantes, comme on faisait il y a quelques années, attention, de façon générale, c'est pas la peine. Hein. On peut donner des doses moyennes à faibles qui ont le même impact thérapeutique et qui soulagent les symptômes. Ah, Mamie Canne à sucre revient pour nous poser une question générale. L'asthme peut-il avoir un lien avec une immunodépression? Alors, ce n'est pas clairement. Je dois dire que. Alors, il y a deux façons de répondre à la question. De façon générale, on serait tenté de dire non, c'est-à-dire que quand on regarde les patients qui sont considérés comme étant immunodéprimés, il y a plus d'asthmatiques? On n'a pas l'impression que ce soit le cas. Ça, c'est le premier élément de réponse. En revanche, ce qu'on a décrit quand même, c'est que au cours de certaines infections virales, notamment chez l'enfant, on avait observé une perte d'immunité locale au niveau des bronches et il pouvait y avoir une augmentation du risque d'infection, en particulier bactérienne, dans un second temps. Donc, c'est pas tant l'immunodépression générale, voilà. Mais on peut pas dire que l'asthme, aujourd'hui, il me semble, on peut pas dire que l'asthme soit une maladie de l'immunodéprimé. Voilà. En fait, il y a souvent une confusion chez un certain nombre de patients qui est de considérer qu'ils font des infections. Mm. Or, ils ne font pas d'infection, ils font des poussées inflammatoires. Il y a une infection virale au départ. Alors après, il y a un vocabulaire qui est de dire je suis fragile, je suis tout le temps malade, j'ai les bronches C'est fragiles, enfin ça. tout ça. Mm. Et donc, en fait, Mm. un certain nombre de patients pensent que ce sont des infections à répétition et que donc, il Mm. faut renforcer l'immunité. Or, ce n'est pas ça, c'est uniquement inflammatoire. Et il n'y a pas d'immunodépression derrière tout ça. Il y a au contraire trop d'inflammation dans les bronches. Et c'est pour ça qu'on donne des médicaments qui sont puissamment anti-inflammatoires comme la cortisone. Et donc là, c'est un peu complexe. Ils se sont dit, oui, mais la cortisone, ça va me faire du bien, mais ça diminue l'immunité, donc je vais faire plus d'infections. Et donc, et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas utiliser le terme bronchite, puisque bronchite sous-entend le caractère infectieux du problème, alors que dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas d'infection, on n'est que sur de l'inflammation. Et la restauration d'un épithélium solide avec des anti-inflammatoires permet justement de lutter et d'éviter ces poussées inflammatoires. Et donc, il y a souvent une confusion entre infection et immunodépression. Alors après, tu as répondu à la question que chez les gens immunodéprimés, est-ce qu'il y a de l'asthme? Bon, là, on est sur des problématiques un peu complexes, mais l'asthme, ce n'est pas de l'infection. C'est vraiment, et donc on ne fait pas des infections à répétition, et ce n'est pas un problème d'immunité. On est souvent confronté à ce type de remarques en consultation. Je ne sais Tout à pas si fait. Mm. mais en tout cas, moi, je l'ai souvent. Ah, mais j'ai fait des infections tous les. Ah, pas d'infection. Ah non, les asthmatiques ont une immunité cellulaire et humorale qui est normale. Oui, tout à fait. Dorian, as-tu d'autres Pas questions? de question en stock là tout de suite. Non, bah écoutez, j'ai Ah, un moi, peu. j'avais juste. Non, mais c'est tout. J'avais plus de questions. J'avais noté des trucs, mais non, mais c'est bon. Bah, non, bah, c'est bon. Hein, on n'a pas déjà. On t'a bien savonné, Chantal, là, quand même. Hein. Clac. On a bien passé en revue le truc. Bah, si, on conclut. Tout le monde est d'accord? Oui, enfin, juste peut-être un petit mot pour conseiller aux femmes d'arrêter de faire le ménage, aux femmes Mm. asthmatiques d'arrêter de faire le ménage, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il faut laisser le ménage aux autres. Non, non, mais en fait parce que, en tout cas, cet effet genré fait qu'il y a un impact sur la santé, hein, en fait. Et très souvent, elle l'identifie pas forcément parce que c'est normal d'avoir des sprays partout. Et ça, c'est vraiment une cause de sévérité et d'aggravation. Donc voilà, il faut conseiller aux hommes de faire le ménage ou faire le ménage en utilisant du savon noir et pas des sprays.
Ouais. à cause des fines particules et penser à se protéger également. Voilà. Et je pense qu'un ensemble de mesures, d'aérer, ça permet de diminuer en tout cas l'effet irritant de ces sprays. Le port d'un masque aussi peut être Tout à fait, intéressant. fortement conseillé. Oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je n'ai plus d'autres questions non Je plus. savais qu'il fallait qu'on conclue avant parce que là, j'ai récupéré le ménage, du coup. Merci beaucoup. Non, en tout cas, vraiment, Gilles merci fera beaucoup. plus Je le crois que tu as... ménage. Pardon? Gilles fera plus le ménage. Les hommes feront plus le ménage. C'est pas... Ouais, ça n'a c'est- pas l'air de le réjouir. Non, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est totalement dans l'ADN masculin de faire ça, hein. Oui, je frôle la mauvaise foi. Bon. Hum, En tout cas, vraiment merci beaucoup de t'être rendu disponible. C'était vraiment important de parler de toutes ces problématiques. Et on a fait une petite overview. Ah, il y a une dernière question, c'est Mamie Non, qui... c'est un petit témoignage de Elébor qui dit, je peux juste vous dire merci, car pendant le premier confinement, il m'est arrivé un gros souci et c'est votre bénévole qui m'a dit d'arrêter le ménage. Donc, je pense que c'est Caroline. Voilà. Et puis Miraveau qui dit, après consultation, les toux répétitives sont en fait des crises d'asthme. Voilà. Voilà, c'est ça, Bon. très Et souvent. je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête. Bon, bah, remercie. Voilà. Et, Merci et, beaucoup pour votre invitation, en tout cas. Merci infiniment. et Merci ben, beaucoup. merci, voilà. Merci à tous. Et rendez-vous le 26 mars pour un webinaire qui sera consacré à la désensibilisation. Et ben voilà, le mot de la fin. Merci. Bonne fin de Merci. journée à tout le Au monde. revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.